qui est réuni à la demande du cabinet consulting pour nous entretenir un peu sur la finance. Voilà, on a bien voulu nous associer. Quand je dis nous, c'est la section des équipements. Si vous regardez, nous sommes tous pharmaciens des équipements. Nous aider à la gestion des équipements. Donc, le cabinet Golden Consulting est dirigé par M. Christian Wablan, qui est expert comptable diplômé et commissaire au compte. Vraiment, merci d'avoir pensé à la main des équipements. Merci d'avoir. Voilà, voilà, merci d'avoir pensé à la première. Merci aussi. C'est là que vous allez nous contacter. On va vous laisser le soin de présenter vos collaborateurs. D'accord. Merci. Merci. Monsieur Moudou, qui est collaborateur au département pharmacie. À ma gauche et à ma droite, monsieur Beau Ange, qui est manager du département pharmacie. Avec plusieurs collaborateurs. Donc, chez nous, on fait pas les consulting, c'est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui a dans son organisation un département pharmacie. Donc, on a un département en fait, qui est consacré au secteur pharmaceutique, qui met en fait les missions que vous pouvez voir en fait, sur les plaquettes. Donc, le but en fait, de la formation, c'est pas de faire de vous en fait, des financiers, voilà, c'est pas votre métier, mais c'est de vous donner quand même des outils, des rudiments. Voilà, que vous puissiez mieux suivre votre activité. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc on va dérouler un peu le sommaire en fait de la formation. Donc s'il y a des questions, je pense qu'on va faire la formation, enfin présenter le support et puis après vous pourrez poser vos questions. Maintenant au finish aussi, puisqu'on est là aussi pour faire du lobbying, on va présenter un peu les prestations voilà, du cabinet. Donc, le thème de la formation, c'est la finance aux pharmaciens. Donc, on pense tout le jour hein, aux pharmaciens et puis aux pharmaciennes. Voilà, parce que je pense qu'il est temps en fait que les pharmaciens et pharmaciennes voient leur officine comme des entreprises, plutôt que des boutiques. Des boutiques en guillemets. Donc, vraiment, l'idée en fait de cette formation, c'est de vraiment vous aider à comprendre en fait la finance adaptée au secteur pharmaceutique. On verra aussi les risques fiscaux, je crois. Voilà. On va vous montrer un peu les risques fiscaux qui reviennent vraiment de façon récurrente voilà, dans vos activités, sur la base en fait, de notre expérience. Hein. Voilà, parce qu'en fonction du secteur d'activité, il y a des risques en fait, que les acteurs du secteur n'arrivent pas à maîtriser. Voilà, donc on va vous montrer un peu ces risques fiscaux-là, vous les présenter en détail. Et puis il y a une partie aussi sur le redressement. Comment on fait pour savoir que sa pharmacie est en difficulté ou comment c'est en difficulté? On va en parler aussi. Il y a une partie aussi sur l'audit parce qu'il est important aujourd'hui de faire auditer vos officines. Donc je vais vous expliquer un peu en quoi est-ce que l'audit peut vous aider à vous améliorer, à améliorer vos procédures, à améliorer même votre rentabilité. Voilà. Donc voici un peu les grands composants de cette formation. Okay, donc on va commencer. En droit, on aura pour voir la finance, donc on va expliquer déjà l'origine en fait de la finance, mais surtout expliquer en quoi est-ce que la finance constitue un instrument pour les pharmaciens. Voilà, c'est vraiment important. Ça ne sera pas une formation générique, hein. On a mis l'accent vraiment sur votre secteur d'activité. On aura le focus en fait sur les thèmes clés, donc on va parler un peu des thèmes clés en fait dont vous avez déjà entendu parler, hein. Immobilisation, charge, recettes, c'est quoi? Les enjeux du budget, le budget de trésorerie pour le pharmacien. Voilà, nous aujourd'hui, le constat qu'on a fait avec les quelques pharmacies qu'on a, c'est que les pharmaciens ont vraiment besoin de budget. Voilà, vous ne pouvez pas conduire votre activité sans un budget d'exploitation, un budget d'investissement et un budget de trésorerie. Donc on va vous expliquer cela. Donc la définition, pourquoi établir un budget, à quel moment il faut établir le budget prévisionnel, et puis comment établir le budget prévisionnel. C'est vraiment important. Et comme je le disais tout à l'heure, on va expliquer aussi l'importance de l'audit dans les pharmacies. Les indices d'une pharmacie en difficulté, ça je sais que c'est une partie qui va particulièrement vous intéresser. Voilà, comment on fait pour déjà avoir en fait, parce que les difficultés en fait n'arrivent jamais seul, il y a toujours des signaux, il y a toujours des alertes. Donc il faut pouvoir identifier ces alertes-là, les comprendre. Et puis en dernière partie, les risques fiscaux sectoriels. Donc on va vous expliquer un peu d'une façon générale quels sont les risques
voilà, sur lesquels il faut faire vraiment attention. Quoi. Voilà, parce qu'en général, les contrôleurs fiscaux, quand ils arrivent, ils savent que dans tel secteur, voici les pratiques. Voilà, dans le secteur, voici les faiblesses. Donc, ils ne se fatiguent même pas, ils s'orientent en fait en général sur ces cas-là. Ce n'est pas des cas exhaustifs. Hein. On a pris vraiment les cas les plus retenus en fait. Voilà, sur la base en fait des notifications définitives de certaines pharmacies qu'on a pu exploiter. Dès lors que l'entreprise a un chiffre d'affaires de moins 100 millions, d'accord, on doit présenter les états financiers selon le système normal. Donc, ces états financiers vont comprendre en fait le bilan. On va revenir dessus tout à l'heure avec le bilan, qui va représenter le patrimoine en fait de la pharmacie. Donc actif, ce que la pharmacie possède, et puis passif, ce que la pharmacie doit. D'accord. Le compte de résultat. Le compte de résultat, contrairement au bilan, il va permettre de mesurer les performances en fait de la pharmacie. J'ai réalisé quel chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, quel est mon niveau de stock, quel est mon niveau d'achat de produits. Le tableau de flux et trésorerie qui va faire apparaître en fait la trésorerie nette, mais qui aura l'avantage en fait de mettre en évidence les différents flux financiers, voilà, qui ont été réalisés au cours de l'exercice, et puis les notes annexes qui vont apporter des informations complémentaires, voilà, aux trois états qu'on a cités, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat et puis le tableau de flux de trésorerie. Donc voici un peu les composantes en fait des états financiers selon le système normal, c'est-à-dire dès lors que la pharmacie a un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions. Donc là, on vous présente le bilan d'une pharmacie. C'est le bilan d'une pharmacie. Hein. Voilà, c'est le bilan d'une pharmacie. Donc vous avez l'actif. Donc l'actif, en fait, il faut retenir que l'actif, c'est ce que la pharmacie possède en fait. Donc tout ce qui est immobilisation, c'est-à-dire le mobilier de bureau, les étagères, enfin les véhicules. D'accord, s'il y en a plusieurs. Et puis voilà, même si vous avez des terrains, voilà, ça va venir à l'actif. Donc concrètement, dans l'actif, il y a trois grandes parties, l'actif immobilisé, l'actif circulant et puis la trésorerie. Donc dans l'actif immobilisé, c'est tout ce qui est immobilisation, c'est-à-dire tout ce qui a un caractère durable. Donc je prends par exemple le cas du véhicule en fait du pharmacien, je prends par exemple le cas des ordinateurs, des étagères, etc. Tout ça, ça va venir à l'actif du bilan. Parce que c'est des choses en fait que vous possédez, ça vous appartient, c'est votre propriété. D'accord? Donc il faut retenir aussi qu'au niveau de l'actif immobilisé, comme ces biens en réalité se déprécient sur la durée, voilà, vous avez trois colonnes. Donc le montant brut des amortissements et puis le montant net. Donc le montant brut c'est la valeur d'acquisition, c'est le prix auquel vous avez acquis ces biens. Les amortissements et provisions, enfin c'est tout ce qui est qu'on appelle constatation de la dépréciation de l'usure. Parce qu'un bien, quand il est utilisé, voilà, il va perdre en fait de la valeur. Voilà, donc cette perte de valeur en fait va venir dans cette colonne et puis le net c'est la différence entre les deux. Voilà, donc c'est la valeur résiduelle en fait des biens. Donc vous avez N et puis N-1 parce qu'on fait un comparatif entre les 6 en cours et puis les 6 précédents. Au niveau de l'actif circulant va concerner en fait tout ce que vous utilisez mais qui permet en fait à votre activité de tourner. Je fais allusion par exemple au stock de marchandises, de produits que vous avez. Ça vous permet de faire tourner votre activité. Donc ça vient au niveau du stock, au niveau de l'actif circulant. Il y a aussi un point qui est important, c'est les créances. Parce que je crois savoir que sur les compagnies d'assurance, en fait, les bons, voilà, ils ne vous payent pas en même temps. Ils vous payent peut-être à 90 jours, 100 jours. Donc ça fait que ça fait naître en fait un niveau de créance qui peut être très souvent important. Donc les créances sur, comme on appelle les compagnies d'assurance, ça va venir ici. Parce que c'est de l'argent en fait qu'on vous doit. Donc l'actif, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce que vraiment la pharmacie en fait possède. Les dettes fiscales, ça c'est les impôts. Hein. Voilà. Tout ce qu'on doit aux impôts va venir dans les dettes fiscales. Tout ce qu'on doit à la CNPS vient dans les dettes sociales. C'est pas compliqué en fait à comprendre. Donc dette fiscale, mes dettes vis-à-vis de l'administration fiscale, dette sociale, mes dettes vis-à-vis de la CNPS. Donc tout ça va donner le passif circulant. Maintenant vous avez la trésorerie passif. Très souvent, vous avez recours en fait à des découvertes bancaires, à des crédits d'escompte. En réalité, c'est des facilités de trésorerie que les banques vous font. Mais en réalité, c'est de l'argent que vous leur devez en fait. C'est du passif. Voilà, ça c'est vraiment important. Tout à l'heure, on a vu le cas des dettes financières. Les dettes financières en fait sont dans le haut du bilan. En fait, là c'est le haut du bilan et puis le bas du bilan. Dans le haut du bilan, puisque c'est des éléments en fait à long terme, très souvent, ça part d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est supérieur à 1 an. Mais sur les qu'on appelle les découvertes, très souvent vous avez une facilité de trésorerie et puis la banque en fait vous demande par exemple de verser, de domicilier en fait vos recettes. Parce que la banque a besoin de garantie. Voilà. Donc, ces recettes que vous avez domiciliées vont permettre en fait à la banque en fait, de se faire rembourser. Et ça devient
crédit à court terme qui tourne, contrairement en fait aux dettes financières. Donc tout ce qui est trésorerie passive, c'est de l'argent, retenez que c'est de l'argent, c'est de la trésorerie que vous avez emprunté à court terme chez les banquiers et que vous devez leur restituer, tout simplement. Les éléments HAO, en fait ça veut dire hors activité ordinaire. Donc hors activité ordinaire en réalité, c'est tout ce que vous allez réaliser mais qui ne touche pas en fait à votre cœur de métier, qui ne concerne pas l'exploitation. Un exemple tout simple, si vous voulez céder en fait votre véhicule, un véhicule qui était inscrit à l'actif du bilan de la pharmacie, c'est une opération HAO parce que votre métier c'est pas de céder en fait des véhicules. Voilà. Donc c'est des éléments vraiment exceptionnels qui vont aller en HAO. Donc on va revenir sur la partie exploitation. Voilà. Donc là, vous avez les charges d'exploitation. Donc achat de marchandises, c'est les achats de produits. Donc vous voyez que ça concerne en fait l'exploitation. La variation du stock de marchandises, ça concerne l'exploitation. Les autres achats, c'est principalement en fait tout ce qui est facture d'électricité, eau, etc. Connexion internet aussi, je crois. Le transport, les transports administratifs que vous payez à vos collaborateurs pour les courses, ça vient dans la ligne transport. Les charges de personnel, c'est la masse salariale tout simplement. Les salaires en fait que vous payez à vos collaborateurs. Maintenant les dotations d'amortissement, comme je le disais tout à l'heure, les immobilisations en fait se déprécient. Voilà, donc ces immobilisations, la dépréciation sera dans la partie dotation d'amortissement. Donc ça donne le total des charges d'exploitation. Dans votre secteur d'activité, les produits d'exploitation, principalement c'est les ventes de marchandises. Voilà, donc c'est toutes les ventes que vous allez faire, soit au comptoir, soit par bon, à crédit, en espèces, ça vous de voir. Donc c'est principalement en fait les ventes. Donc vous voyez que là, on a les ventes de marchandises de la pharmacie qui sont ici. C'est les ventes tout simplement, les ventes de médicaments. D'accord. Maintenant, si vous faites d'autres activités, bon, en fonction de la nature de l'activité, ça pourra aller ailleurs. Donc on a la marge brute sur marchandise. La marge brute sur marchandise en fait qui va représenter les ventes de marchandises moins les achats corrigés de la variation du stock. Donc, est-ce que votre activité en fait de vente de marchandises en fait est efficiente? C'est à ce niveau-là qu'on va regarder. Je pense qu'il y a un ratio fait dans le secteur, voilà, de 1,51, voilà, que vous allez pouvoir vérifier à travers ce ratio-là. Donc c'est un calcul, un contrôle déjà que vous pouvez faire. Donc si vous avez un résultat d'exploitation qui est faible ou bien qui est négatif, je pense que vous devez commencer à vous poser des questions. Donc c'est peut-être dû au fait qu'il y a des charges en fait, que vous n'arrivez pas à maîtriser, voilà, les ventes en fait ne sont pas maîtrisées, voilà, donc il y a toujours une raison en fait, il faut faire une analyse. Donc si vous avez un résultat d'exploitation qui est négatif, il faut regarder. Donc on va passer à l'activité financière. Donc comme je le disais, l'activité financière en fait c'est charge financière, donc c'est principalement les intérêts sur les emprunts que vous prenez auprès des banques. Et puis produits financiers, si votre pharmacie par exemple a tellement d'excédents de trésorerie que vous avez conçu des DAT qui seront rémunérateurs en fait d'intérêts, ça va aller en produits financiers. Donc d'un côté les charges financières, de l'autre les produits financiers. Donc on fait produit financier, moi charge financière pour avoir le résultat financier tout simplement. Mais en réalité, je pense que ce que vous devez retenir, c'est que les états financiers en fait, que votre cabinet va produire auront plusieurs destinataires. Le premier destinataire, ça sera l'administration fiscale. Le deuxième destinataire principal, ça sera la banque. Et ce que beaucoup de PME font aujourd'hui, c'est qu'elles présentent deux comptabilités, deux bilans. Donc un premier bilan destiné à l'administration fiscale avec un résultat vraiment assez minime, quoi, de telle sorte que la PME ne puisse pas payer beaucoup d'impôts. D'accord. Mais après, si ce même bilan-là, vous le déposez à la banque en fait, pour solliciter un crédit, bon, c'est clair. Parce que le banquier, en fait, ce qui va arriver, il dit, mais attention, mais pour faire 2 millions de pharmacie qui fait 2 millions de bénéfices, mais c'est petit, parce qu'ils ont aussi ce qu'on appelle des bases de données, ils ont des analyses en fait sectorielles à leur niveau. Donc, en réalité, pendant que, entre guillemets, vous êtes en train de tricher pour payer moins d'impôts, en même temps aussi, faites une façon de passer. Je parle des PME en fait en général. Voilà. Donc, pendant que vous êtes en train de faire, ou bien si vous voulez faire de l'optimisation fiscale, d'accord, en même temps, si vous êtes en train de faire le paiement, faites l'accord au niveau des banquiers progressivement. Parce que le banquier, en fait, à travers vos états financiers, il ne verra pas le potentiel réel de la pharmacie. Et ça, c'est pas bon. Donc, quand vous allez faire votre analyse, votre cabinet va faire le plan de trésorerie, le budget, tout ça, on va voir que le crédit que vous avez sollicité sur la base en fait, des chiffres que vous avez déposés enfin, à l'administration fiscale, ces chiffres en fait, ne permettent pas de couvrir, comme on appelle, le crédit en fait, sollicité.
Parce que les banquiers font des calculs, ils font des analyses financières pour apprécier en fait la capacité du client à rembourser en fait le crédit sur la durée sollicitée. Donc la différence entre la charge et puis les immobilisations. Donc je vais illustrer en fait cette différence à Maïsa, tout simplement. Vous devez acheter par exemple des produits chez un grossiste. Donc le grossiste va vous envoyer une facture pour un étudiant. En fait, le compte de livraison d'abord et après une facture. Donc l'achat de marchandises en fait que je fais en réalité, c'est une dépense en réalité, c'est vrai que se traduit en fait par un stock, d'accord, par une entrée de stock, mais c'est une dépense en fait qui s'éteint, qui n'est pas en fait identifiable en réalité. Contrairement à une immobilisation, quand j'achète en fait un véhicule, le véhicule en fait est là. Et c'est un bien durable. Donc il faut retenir qu'en réalité, la différence entre l'achat et l'immobilisation, c'est que l'immobilisation en fait a un caractère durable. L'immobilisation a un caractère durable. Donc comme immobilisation, je l'ai dit tout à l'heure, matériel de bureau, mobilier de bureau, véhicule, etc. Maintenant les charges, c'est, comme le disait, les achats de marchandises, les factures d'électricité, les loyers, les honoraires du consultant, les fournitures de bureau, l'achat de petits matériels, etc. Donc c'est la différence en fait principale. Maintenant il y a le capital, comme je le disais, le capital en fait, c'est les apports en fait des associés. Donc vous avez dû apporter, en fait, faire un capital, libérer un capital pour le démarrage de votre activité. Donc on dit là qu'il est recommandé d'apporter un capital plus conséquent, car son montant est la vitrine financière de l'entreprise, gage de crédibilité. Parce que si votre capital en fait n'est pas suffisant, c'est avec le capital en fait que vous allez financer au démarrage de votre activité. Donc si le capital n'est pas suffisant, vous aurez des problèmes. Ça c'est clair. Voilà, au démarrage. Donc il faut avoir un capital, mais pas un capital trop important aussi en fait. Oui. J'ai constaté qu'il y a de très grandes entreprises qui font des milliards de chiffre d'affaires avec un petit capital. Est-ce que c'est normal? Bon, en réalité, c'est une très bonne question. En réalité, en finance, il y a plusieurs moyens de financer en fait l'activité. C'est-à-dire le capital, comme je le disais, en fait, c'est ce qu'on a apporté quand on crée la société, etc. Mais les associés, par exemple, ou bien les actionnaires de ces entités peuvent décider de faire ce qu'on appelle des apports en compte courant. Donc l'apport en compte courant, en fait, c'est quoi? C'est des avances que l'actionnaire fait, mais qui ne viennent pas dans le capital, qui vont aller au niveau du passif circulant. Donc il peut apporter par exemple 1 milliard, 2 milliards, mais en réalité c'est de l'argent en fait, que l'entreprise lui doit. C'est combien de temps en fait qu'il fait à l'entreprise. Voilà, donc ça c'est un mode de financement aussi. Il y a aussi les dettes financières, comme je le disais, vous pouvez demander à la banque en fait, de vous prêter de l'argent. Donc il y a plusieurs modes de financement en réalité. Voilà, mais très souvent dans ce type d'entreprise, si vous regardez bien le niveau des comptes courants, vous allez voir que les différents actionnaires en fait ont fait des apports en compte courant importants. Parce que bon, on peut aller demander à la banque, c'est vrai, mais si nous-mêmes en fait on a des actionnaires qui ont une surface financière assez importante, on peut leur demander de faire voilà, des apports en compte courant qui seront rémunérés aussi. En réalité, le besoin au fonds de roulement là, il va naître dès l'instant où vous avez un décalage entre vos recettes et vos dépenses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les clients en fait me payent dans 10 jours, alors que je dois payer mes fournisseurs dans 2 jours. Donc vous voyez que, comme je dois payer mes fournisseurs avant mes clients, j'ai besoin en fait, d'argent en fait, pour payer mes fournisseurs. Mais vous, dans votre secteur d'activité, en réalité, ce qui va se passer, c'est que les ventes en fait, au comptoir en général, la cote part en fait, dans le chiffre d'affaires est plus importante que le bon. Bon, du moins, nous en tout cas, ce qu'on a vu. D'accord? Donc en réalité, à terme, ça dépasse. Ok, d'accord. En réalité, Ça dépasse. ok, en réalité, ce qui se passe, c'est que comme les encaissements clients en fait, sont là, c'est-à-dire les clients sont venus payer voilà, la caisse, il y a une cote part en fait, de crédit, c'est-à-dire tout ce qui est bon, on ne vous paye pas automatiquement, c'est dans 60 jours, 90 jours, d'accord? Donc cette partie en fait, va créer un besoin en, fait, en fonds de roulement. Et ce n'est pas de l'argent en fait, dont vous disposez maintenant. C'est pas si loin un peu. Voilà, c'est pas de l'argent en fait, dont vous disposez maintenant. Alors que le grossiste en fait, que ce soit la Borès ou Famed, etc., mais quand il finit enfin la quinzaine arrive, il y a la facture qui est là, il faut payer. Donc c'est un élément vraiment à suivre. Donc ce besoin en fonds de roulement va venir du fait que l'argent en fait, que vous avez de rôle en fait, est plus important. Vous n'arrivez pas à retrouver ça au moment en fait, où vous devez faire face à vos engagements. Dans votre budget d'exploitation, vous allez mettre en janvier, je dois, par exemple, je compte avoir sur à crédit, peut-être, on va dire 20% de mon chiffre d'affaires. Ça, c'est dans le mois de janvier, d'accord? Mais en réalité, vous n'êtes pas sans savoir que la compagnie d'assurance, c'est dans 60 jours, 90 jours qu'elle va vous payer. Donc, dans le budget trésorerie, là, cette vente, en fait, vous allez la mettre peut-être en masse, en tenant compte, en fait, du délai, en fait, d'encaissement. C'est pareil aussi pour les dépenses.
des impôts, on sait que très souvent c'est le 15 en fait, du mois qu'on paye. Donc vous allez prévoir en fait la charge fiscale pour le mois de janvier, mais le décaissement va se faire en février. D'accord? Donc c'est quand vous allez faire cet exercice pour concevoir le budget de trésorerie que vous allez avoir une trésorerie nette que vous allez apprécier. Pour voir, ah mais pourquoi est-ce que ma trésorerie en fait, sur le mois en fait, est négative? Qu'est-ce que je fais concrètement? Donc en réalité, vous avez les ressources emplois. Vous avez les ressources en fait qui sont les ventes de marchandises, etc. Et puis vous avez les emplois, c'est toutes les dépenses, les investissements, etc. Donc c'est quand vous allez faire ce différentiel là que vous aurez votre trésorerie en fait réelle. Oui, docteur? Oui, ce qu'on a l'habitude de faire ou bien de voir, c'est que on fait souvent le budget prévisionnel, souvent dans les demandes de financement et autres. C'est ça. Puis quand on le fait, on prend par exemple le chiffre d'affaires, on prend les charges, on divise par 12, on prend tous les trucs et puis on dit bon, on va le budget prévisionnel. Ce qui fait qu'en fait, ça ne tient pas en fait compte de la réalité du vécu. Bien sûr. Ok, c'est déjà bon, docteur. Je pense que c'est bon, mais je pense que vous êtes conscient aussi de la limite en fait, de cette méthode. Vous l'avez dit vous-même. Parce qu'en réalité, si vous prenez en fait une charge annuelle que vous divisez par 12, d'accord, c'est pas bon. Parce que votre activité est saisonnière. Voilà, en période de pluie, il y a des médicaments en fait, qui marchent plus que d'autres, en période d'amatin, etc. Donc il peut y avoir des pics en fait, à un certain moment de l'année. C'est pourquoi en fait, pour affiner en fait, votre analyse à nous, les budgets en fait, qu'on a fait pour nos clients, c'est qu'on part en fait sur l'historique. On prend les 3 derniers exercices et puis on essaie de calculer ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Le coefficient de saisonnier. Voilà, le coefficient saisonnier en fait, si vous voulez, c'est l'élément en fait qui va vous permettre en fait d'avoir la cote en fait de votre chiffre d'affaires sur le mois en question. Donc je vais prendre janvier, février jusqu'à décembre pour 2016, 2017, 2018 et puis je vais faire certains calculs. Et puis après je sors en fait un graphique. Maintenant avec ce graphique là, je sais dire attention, quand je regarde en fait mon activité, très souvent, à partir de, je dis n'importe quoi, entre février et puis mars, ça augmente, après ça baisse, etc. Donc quand vous avez en fait ce élément d'outil, enfin ce type d'outil, pardon, vous pouvez mieux affiner en fait votre budget. Voilà, c'est là où c'est intéressant, parce que il ne faut pas perdre de vue aussi que le budget, il doit être financé là. Donc si vous avez fait en fait une répartition linéaire, après vous allez arriver peut-être à un mois où votre budget en fait ne tient même plus. Parce que le budget en fait, la moitié que vous avez calculé là est supérieure même en fait à ce qui devait être en réalité. Donc voilà. Donc c'est des petites en fait astuces que je vous donne aussi. Pour affiner en fait votre analyse. Mais ce que vous faites déjà, c'est déjà bon. Mais très souvent aussi, ce que les gens font pas, c'est le budget de trésorerie. Il est indispensable. Le budget d'exploitation et de réseau sont vraiment importants. D'accord? Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous allez constater en fait que la trésorerie en fait n'est pas bonne et que vous allez appeler votre banquier. Le banquier aussi va se faire le plaisir de vous accorder le découvert, mais le découvert un coût. Le découvert un coût. Il va vous prendre des agios dessus. Bon, il va regarder un peu aussi. Souvent, quand vous déposez les chèques là, il fait 1 ou 2 jours en fait avant de valider. Tout ça, c'est les astuces que les banquiers font. Oui. Et le constat aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises en fait des contrôles. Est-ce que vous contrôlez vos agios? Je vous pose la question. On ne sait Comment vous contrôlez les agios? On ne sait pas calculer. Merci, On ne docteur. sait pas calculer ou bien c'est Merci, docteur. C'est un paquet aujourd'hui. Non, c'est en package t'as dit. En plus des paquets, il y a des agios. En plus des paquets, il y a des agios. En plus des paquets. En fait, le package est négocié dès le départ. Donc, s'il y a une variation, au banquier de me dire ah, cette fois-ci ça a diminué parce qu'il n'y a pas eu ça, cette fois-ci ça a augmenté parce que ça a Oui, mais ça peut avoir augmenté ou diminué alors que le montant n'est pas bon. D'accord. C'est ce que je fais comprendre en fait. Parce que. La négociation de base de montant des agios. Non, en fait, je vais vous expliquer. Les agios en réalité, c'est comme en fait un taux, c'est un intérêt. Tout simplement. Donc quand vous allez négocier en fait votre découvert, on va dire bon, on va prendre des agios par exemple. Ah, c'est dans le cas du découvert, c'est ça? Pardon? Dans le cas du découvert. Voilà, si, dans le cas du découvert. D'accord. Voilà, bon, agio dans le cas du découvert. Donc quand vous allez négocier, on vous dit bon, ah bon, par exemple, c'est le taux ici, c'est 12%, je dis n'importe quoi. Avec telle condition, bon, on vous demande par exemple de domicilier 40% de vos recettes, etc. Vous les connaissez mieux que moi. Mais en réalité, ils ne vont pas vous dire, ils ne vont pas vous donner la formule de calcul en fait de l'agio. Ce qui fait qu'en fin de mois, quand vous voyez 1 million d'agio, bon, comme disait le docteur tout à l'heure, ça n'a pas varié, donc c'est bon. Alors que peut-être le bon montant c'est 200 000. C'est là où... Non, je vous donne la solution. C'est là où vous devez demander ce qu'on appelle le ticket d'agio. Le ticket d'agio.
Vous n'avez jamais entendu parler de ticket d'agio? D'accord. Le ticket d'agio, lui va vous donner le détail de ce calcul-là. C'est-à-dire, si le banquier a prélevé 1 million, le banquier va dire, bon, voici, sur les 30 jours, là, voici comment ta trésorerie évolue. Et comme par exemple, sur les 10 premiers jours, ta trésorerie était un peu bizarre, moi, j'étais pris des intérêts dessus. Je ne sais pas si vous voyez un peu, avec les taux d'intérêt, etc. Donc, c'est ce ticket d'agio qui va vous permettre de faire le contrôle. Parce qu'en réalité, dans les agios, il y a 3 composantes en réalité. Il y a ce qu'on appelle en fait les commissions sur mouvement. C'est-à-dire les commissions sur mouvement, la banque vous prend de l'argent parce que vous faites des paiements. C'est tous les paiements que vous avez fait sur le mois là. On vous prend un intérêt dessus. Moi, en fait, dans mon cursus en fait, professionnel, j'ai eu affaire une fois à ce cas, c'est-à-dire, je ne vais pas citer la banque pour des raisons de confidentialité, la banque concernée. En réalité, on a demandé en fait les tickets d'agio parce que le constat, justement, c'est parti de là. On a vu que les montants des agios, en fait, vraiment, ça augmentait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé le banquier. On dit, ah bon, vraiment, pourquoi est-ce que ça augmente? Il dit, oui, bon, regardez un peu votre situation de trésorerie, elle s'est dégradée, etc., etc. Je dis, bon, ok, envoyez-nous le ticket d'agio. Le détail dont je parlais là. Donc, une fois qu'on a reçu le ticket d'agio, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a recalculé. Puisque les conditions de banque là, quand vous arrivez en fait dans les banques, vous voyez qu'il y a les conditions de banque. Si vous regardez bien, vous allez voir les conditions, commission sur mouvement, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les conditions de la banque en question, et puis on a fait un petit fichier, et puis on a commencé à contrôler. Et qu'est-ce que le contrôle a révélé? On a vu que sur les 12 mois, en fait, il y avait 2 mois, je crois que c'était juin et puis juillet, où vraiment les montants, il y avait des écarts entre ce que nous on a calculé et puis ce que la banque a prélevé. Alors que sur les 10 autres mois, bon, les écarts étaient vraiment insignifiants, hein, parce que souvent il y a des arrondis, etc. On a appelé le banquier nous dit, ah vraiment, ça là, parfois ça peut être, le système, tout ça. J'ai dit, non, moi je ne peux pas avaler ça. Pourquoi est-ce que sur 10 mois, sur une année complète, pourquoi est-ce que sur 10 mois, et puis bon, c'est les 2 mois, donc allez-y corriger vos systèmes, reversez-nous notre argent. Et ils ont reversé. On les a attaqués, on envoie un courrier au DG, tout ça, mais ils ont reversé. Et je vous assure que quand on a fait les contrôles sur les 3 mois, 4 mois qui venaient là, même un franc on n'a pas eu. Et aujourd'hui, vous imaginez un peu, bon, je vais me faire détester par les banquiers, mais c'est pas grave. Vous imaginez un peu, s'ils prennent 1000 francs chaque mois, ça fait beaucoup. Parce qu'ils savent que les gens en fait ne regardent pas. Donc ça c'est vraiment important. Voilà les dates de valeur justement. Alors que justement sur le ticket d'agio, il y a les dates de valeur, tout ça. Même les chèques, même là, faites attention, hein, quand vous déposez vos chèques, etc. Parce qu'on vous dit par exemple que je dépose un chèque aujourd'hui, ça prend la valeur dans 3 jours. Mais contrôlez, il peut faire passer ça le 5e jour. Parce qu'en temps, vous avez remis un chèque, par exemple, parce qu'ils ont votre situation, hein, à un grossiste. Donc, s'il fait passer ça dans 3 jours, au moment où vous allez payer le chèque du grossiste va passer là. Vous aurez l'argent fait payer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Va décaler de 2 jours, bien d'un jour. Donc, quand le grossiste en fait présente son chèque, vous êtes à découvert. Qui dit découvert dit agio. C'est comme ça que le banque procède. Oui, donc. Pourquoi on ne donne pas systématiquement ce ticket d'agio? C'est pas. Non, il faut demander justement. Voilà, il faut demander. Parce que quand vous demandez en fait, quand vous demandez. Oui, si, quand vous demandez, si vous demandez, ils vont comprendre que vous le faites, voilà, vous suivez et puis vous le faites une analyse en fait. Sinon, franchement, je vous assure que la formule de calcul, elle est très simple. Elle est très simple. Mais bon, comme les gens en fait ne savent pas, la formule de calcul est très simple. Donc il faut demander, tous les mois, demandez vos tickets d'agio. Demandez. Je suis convaincu que bon, ils vous ont pris un peu d'argent, tout ça, mais c'est pas grave. Oui, docteur. Bon, moi je vais citer vos contemporains, on ne le cite pas, mais la banque NC en particulier, c'est eux. En plus de la commission sur mouvement, il y a les taxes sur la commission. Pourquoi? D'accord, ok. Plus on fait les versements, plus la taxe augmente, plus la commission. Je pense que eux, c'est sur les versements. Ok, docteur. C'est pas bon, hein? Ouais. Alors que les autres banques, ils ne mettent pas commission, ils mettent agio. Agio, si. Effectivement, ce que le docteur dit, c'est vrai, parce que il y a des banques, effectivement, j'ai vu, il y a des banques qui explicitent en fait. C'est ils indiquent commission sur temps, ou bien commission sur vivant, pas sur temps, etc. Mais non,
En fait, les banques qu'il faut bien regarder, c'est ceux qui disent agio, globalement. Ils sont plus dangereux. Ouais. Parce que dans le thème agio, c'est un terme en fait qui est générique. Voilà, dedans il y a beaucoup de choses. Donc c'est ce détail-là qu'il faut regarder, à travers le cycle agio. Faut rester là-bas. C'est un qui ne varie pas. Pardon? La BCC comme ça, c'est un package. Et ce package-là, il est fixe depuis le début. Ça ne varie pas. Le montant en fait. Le montant. Ok. Mais la NCA là. Mais quand c'est fixe, c'est au moment où vous savez que c'est Voilà. fixe. Quand c'est Mais fixe, NCA, oui. plus tu fais l'investissement, plus tu fais le mouvement, plus ça monte. Mais attends. Non, Ça n'encourage pas, voilà. Non, c'est pas normal. Voilà. Oui. Non, en fait, ce que je voulais dire, pour la BCC, on dit c'est fixe, mais ce n'est pas des vraies découvertes. Ok. Le package qu'ils offrent, ils disent c'est fixe là, c'est à peine une découverte des millions. C'est ça. On ne peut rien faire avec. C'est ça. Si c'est des vraies découvertes, c'est-à-dire des lignes de découverte qui vont jusqu'à 5 millions, effectivement, ça va varier en fonction de tous les paramètres que vous venez de dire. Sur le package fixe là, c'est juste un truc pour nous prendre de l'argent. Moi j'ai renoncé à ça. Parce que j'avais ça, mais 1 million ça peut faire quoi? Ça ne fait rien. Et ils te prennent des frais pour ça. On te prend des frais de 2 à 3 000 francs par mois pour ça. Donc, ce fixe là, c'est un piège. Il n'y a rien dedans. Voilà. Oui, c'est. Oui, docteur. Est-ce que vous avez des recommandations concernant le ratio entre les frais d'exploitation et puis le revenu brut? Le ratio entre les frais d'exploitation et puis le revenu brut. Le revenu brut. Est-ce que vous avez des recommandations sur la valeur de ce ratio? Oui, on a des normes sectorielles. On va en arriver là tout à l'heure. On a des normes effectivement. Parce que je viens docteur, c'est vrai, c'est une très bonne question parce que comme je le disais, vous avez le bilan, le compte de résultat, mais il y a les petits calculs en fait, c'est ça le but en fait de la formation. Il y a les petits calculs que vous pouvez faire pour voir si vous êtes dans les normes en fait. Maintenant après bon, si vous n'êtes pas dans les normes, c'est de rechercher en fait des explications. Voilà, avec votre cabinet, avec votre comptable, etc. Voilà. Mais c'est vraiment important, en tout cas les ratios, les ratios en fait sont des instruments vraiment assez, en tout cas indispensables en analyse. C'est vraiment important. Oui, docteur. Moi, je vais revenir au bilan. Là. Vous avez parlé au niveau de l'actif, vous avez parlé du bâtiment et de tout ce qu'il y a dedans. Je voulais savoir, est-ce que dans le cadre du bâtiment, là, si on fait des travaux et tout ça, qu'on donne de la valeur au bâtiment, est-ce qu'il est possible de réévaluer la valeur du bâtiment? Parce que les autres éléments qui se déprécient, vous avez dit, par exemple, s'il y a des meubles, tout ça, il faut faire un amortissement. Mais le bâtiment même en lui-même, si on fait des travaux, on fait en sorte qu'il ait plus de valeur, est-ce qu'il est possible à un moment donné de réévaluer la valeur? Bien sûr, d'autant plus que le 6 quadra, enfin révisé aujourd'hui, donne l'option en fait de ce qu'on appelle la révélation libre en fait. C'est-à-dire un chef d'entreprise, il peut estimer que le patrimoine en fait qu'il a à un instant T, la valeur de ce patrimoine ne reflète plus la réalité. Voilà, justement, parce qu'on a fait des aménagements, etc. Donc il va réévaluer en fait. Voilà, mais quand vous réévaluez, le droit comptable dit qu'on réévalue tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que je vous réévalue en fait seulement le bâtiment. C'est tout que vous allez réévaluer en fait, à travers la réévaluation libre. Maintenant, si vous êtes dans un cas où le siège, enfin le bâtiment qui abrite en fait la pharmacie ne vous appartient pas, et que vous faites des travaux, des aménagements, etc., à ce moment donné, là, il y a un poste en fait qui s'appelle agencement et aménagement qui va prendre ça. Parce que le bâtiment ne vous appartient pas. Maintenant, si le bâtiment vous appartient, ces aménagements que vous allez réaliser vont venir augmenter la valeur en fait du bâtiment, tout simplement. À un moment donné, vous pouvez décider de faire de solliciter un expert immobilier qui va réévaluer ça. Moi, ce que vous venez de dire, quand le bâtiment ne nous appartient pas, et puis on fait des travaux de réaménagement, je crois savoir qu'on doit payer des coûts fonciers là-dessus. Bien sûr. En fait, il y a, comme on appelle, la patente même en fait. C'est la patente en fait que vous avez payé parce que, on va le voir tout à l'heure, dans la patente, il y a deux composantes. Il y a ce qu'on appelle le droit sur la valeur locative et puis le droit sur le chiffre d'affaires. Le droit sur le chiffre d'affaires, en fait, c'est un taux appliqué à votre chiffre d'affaires. Mais le droit sur la valeur locative, vous avez, qu'on appelle dedans, le droit même sur un certain nombre de biens, c'est-à-dire les bureaux, aménagements, terrains, etc. Et puis vous avez un autre droit aussi sur le loyer en fait, que vous payez. C'est ces deux composantes-là qui vont donner le droit sur la valeur locative. D'accord? Donc c'est au niveau qu'on appelle de la patente. Ça va augmenter en fait certainement la patente quoi. Mais on va revenir dessus tout à l'heure quand je vais expliquer en fait l'intérêt de faire
un inventaire des immobilisations et puis le risque fiscal aussi. Quand vous ne faites pas d'inventaire d'immobilisation, il y a un risque fiscal en fait qui est derrière. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Si vous ne faites pas en fait un audit, d'accord, pour identifier en fait les faiblesses, c'est pas bon. Voilà, ça va vous rattraper en guillemets tout le temps. Donc il est important de faire un audit. Donc il y a plusieurs types d'audits. Hein. Oui, docteur. Il est important, mais la fréquence, je veux savoir si. Oh bon, si vous me demandez, moi j'ai dit chaque année au moins une fois. Ça coûte. Bon, ça dépend en fait du cabinet aussi. Je vous sais voilà. On fait les audits à combien? On fait ça à 500 000 seulement. Oui. Bon, on fait ça à 500 000. Non, en tout cas, on va revenir dessus tout à l'heure, mais c'est un audit quand même assez complet. Hamza va négocier un prix. Non, mais c'est un prix qui est négociable, donc, mais c'est un audit vraiment, c'est négociable. C'est un audit assez complet. En tout cas, sans nous lancer des fleurs, toutes les pharmacies qu'on a aujourd'hui sont satisfaites. Voilà, si vous regardez en fait, sur la plaquette, là, vous allez voir des références. Mais vraiment, ils sont vraiment contents de notre travail. Quoi. Sans nous lancer des fleurs. Il faut avoir des procédures écrites et puis former en fait le personnel à l'utilisation de ces procédures. C'est important. Parce que vous savez que tant qu'il n'y a pas d'écrit, vous ne pouvez pas reprocher grand chose à vos agents. Parce que l'écrit, en fait, c'est le manuel de procédure, pour parler de procédure, c'est une référence. On dit, bon, quand tu reçois en fait tu réceptionnes en fait les produits, voici les tâches que tu dois faire. Mais si c'est pas écrit, s'il n'a pas fait, on ne peut pas lui en vouloir. Vous allez crier, bon, ça va rien changer. Quoi. Alors que s'il y a des écrits, on les forme en fait à l'utilisation de ces procédures. Vous allez voir que progressivement, ils vont s'améliorer. C'est vraiment important. Ok. Merci d'être venu. S'il vous plaît, moi je voulais savoir comment est-ce que les vols au niveau du stock, comment ça peut apparaître à l'audit comme ça facilement, parce que même le pharmacien a du mal à attraper ces voleurs. C'est une très bonne question. En réalité, la meilleure façon de contrôler en fait, le stock, c'est par l'inventaire. La meilleure façon. Voilà, c'est-à-dire, si on vient faire un audit en fait, opérationnel, à la limite, on peut diriger en même temps une mission d'inventaire. Bon, je pense qu'on va le faire chez une pharmacie bientôt. Donc, on va faire l'inventaire et puis on va reconstituer, on va recalculer en fait, le stock théorique à l'instant où on fait l'inventaire. Et puis, comme on a compté, on aura le stock réel et puis on va tirer les écarts. Je pense que c'est ce que vous faites très souvent dans vos procédures d'inventaire. Voilà. Mais le problème, c'est que, comme il y a beaucoup de médicaments, d'accord, vous ne pouvez pas faire l'inventaire tous les jours, ou bien ça sera difficile. Mais après aussi, il y a des clignotants en fait, que vous pouvez avoir. C'est-à-dire quoi? C'est de regarder, parce que le stock en fait, il est lié à quoi? Il est lié aux achats et au chiffre d'affaires. Donc en principe, quand comme on appelle, mon stock augmente, le niveau de mon stock augmente, et que mon taux de rotation suit, mon chiffre d'affaires doit augmenter. Oui, docteur. Non, en fait, moi je voulais juste apposer une solution par rapport au stock. Je veux dire, l'audit en termes de réseau et autres, là, c'est un peu plus difficile à réaliser. C'est ça. Par nous. Parce que voilà, ils ne sont pas des comptables, ils ne sont pas des financiers. C'est ça. Mais le stock, c'est la seule chose que nous pouvons faire. C'est-à-dire qu'il y a des inventaires quotidiens. On ne peut pas compter tout le stock. C'est clair. Mais on choisit des secteurs. Les secteurs, c'est ça. Si on le fait chaque jour, ne serait-ce que peut-être 2 feuilles, 3 feuilles, et que le personnel sait qu'on fait des inventaires comme ça sur le stock, ça réduit les choses. Parce que quand j'allais faire les frais, quand je relâche un peu, je sens que les choses sont en train de se dégrader. Mais quand on fait l'inventaire quotidien, ça dissuade tout de suite, non seulement ça dissuade, mais des fois on arrive à mettre la main sur la personne. Voilà, parce que déjà, c'est des délais très, très raccourcis, donc on peut retracer les choses. Ça peut se faire de différentes façons, par rayon, ou bien même en fonction des entrées. C'est ça. C'est que ce que je sors, je commande pour remplacer. Quand ça vient systématiquement, oui, c'est ce qu'on a vu très souvent. Ça, je pense que c'est ce que tous les pharmaciens peuvent faire au minimum. Maintenant, l'audit financier, là, ça lève vite. Effectivement, c'est ça. En tout cas, merci pour votre contribution, docteur. Effectivement, nous on a vu que très souvent, en fait, ce qu'on a vu, c'est en fait, les articles en fait, sur inventory, c'est les articles sur lesquels ils viennent d'avoir des livraisons. Voilà, donc quand on livre, on compte. Voilà, mais bon, après, peut-être que le mal en fait ailleurs. Voilà, c'est là où ce que vous avez mis en place dans votre pharmacie est assez intéressant. Voilà, sur une semaine, vous pouvez faire une planification pour dire, on fait progressivement, voilà, sans prendre vraiment du temps aussi. On va voir déjà les faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation. La continuité d'exploitation, c'est quoi? C'est la permanence en fait de l'activité. Voilà. Donc, quels sont les indices de rupture de cette continuité d'exploitation?
Donc, il y a les faits relatifs à la situation financière. D'une façon générale, c'est les capitaux propres négatifs. Quand vos capitaux propres négatifs sont... On a dit tout à l'heure que les capitaux propres en réalité, c'est quoi? C'est la force en fait. La force propre, on dit d'accord, de la pharmacie. Donc quand c'est négatif, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire. Vous allez dépendre de l'extérieur. Et très souvent, quand les capitaux propres sont négatifs, l'entreprise ou la pharmacie est très endettée. Parce que comme vous ne pouvez pas financer votre activité à partir de ça, vous allez devoir recourir en fait à un emprunt, à des découvertes, etc. Donc ça fait que votre niveau d'endettement est élevé. Le fonds de roulement très dégradé, ça c'est un signal aussi. L'augmentation du besoin en fonds de roulement, j'en parlais tout à l'heure. Quand le BFR en fait commence à augmenter, il faut faire attention. Parce que plus il augmente, plus vous allez solliciter en fait votre banque pour demander de l'argent. La situation de trésorerie négative, ça c'est pas bon. Ça veut dire que vous n'avez pas d'argent, c'est vous-même qui devez en fait de l'argent en réalité. Le crédit fournisseur inférieur aux normes sectorielles, d'accord, le contentieux avec certains fournisseurs est fraude d'un montant élevé. Donc le cas par exemple de la fraude pour un montant élevé, vous pouvez... il peut y avoir des cas de fraude par exemple qui, en tout cas qui plombent l'activité quoi. Voilà. Ça veut dire quoi? Pardon? Fraude pour un montant élevé, c'est-à-dire? En fait, quand il y a un cas de fraude, on va essayer de le quantifier, de le valoriser en fait. Le préjudice en fait que la pharmacie a subi, là, ça fait combien? Voilà. Donc, si le montant est élevé, parce que si c'est par exemple de la fraude sur le stock, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une partie en fait de votre stock qu'on a pris, mais il y a un manque à gagner en fait. Donc selon l'importance, ça peut paralyser en fait le fonctionnement de la pharmacie. Là, les faits relatifs à l'exploitation, l'insuffisance de l'EBE. Donc l'EBE, c'est, comme je le disais, en fait, ça va mesurer la rentabilité de l'activité. D'accord? Donc, si vous voulez savoir si votre activité est rentable, c'est l'EBE. Ça fait partie en fait de... C'est dans le compte de Rushton. C'est un indicateur qui est très important, qu'il faut regarder aussi. Et pour avoir cet indicateur-là, il y aura la valeur ajoutée moins les charges de personnel. Donc, si vous avez une valeur ajoutée, si vous avez une valeur ajoutée qui est par exemple de 10 millions, et puis vous avez des charges de personnel de 12 millions, ça va vous donner un EBE négatif. Donc, ça veut dire que la masse salariale en fait bouffe votre valeur ajoutée. Et vous aurez certainement un résultat, vous allez terminer en fait avec une perte, il n'y a rien à faire. Sauf si vous avez peut-être fait une grosse session sur les achats qui vont augmenter en fait le résultat. Sinon, vous allez faire une perte. Mais à ce moment donné là, il faut prendre en fait qu'on appelle des pistes, enfin, des actions quoi, en termes d'optimisation. Voilà. Il faut réduire le personnel, en tout cas il y a des choses à faire. D'accord? Même au niveau de la valeur ajoutée, quand vous allez remonter, peut-être qu'il y a des fois en fait que vous n'arrivez pas à maîtriser. Voilà, donc c'est tout ça qu'il faut regarder.